Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier qu'on enregistre aujourd'hui en partenariat avec Xpolens. J'ai l'immense plaisir de recevoir Benjamin Vincent du groupe ADO, qu'on décrira dans un instant, et Guillaume Maigre, qui accompagne des marques, des startups et des grandes enseignes chez Xpolens dans le déploiement de solutions autour du paiement, mais tu nous en diras plus dans un instant. Si je résume avec mes mots, mais tu le feras mieux que moi, Xpolens, c'est du paiement intégré, c'est un PSP++. Mais voilà, peut-être que tu le diras mieux que moi. Oui, alors on va dire un PSP++ parce que c'est peut-être un mot que les gens connaissent. Donc c'est des acteurs du paiement, donc c'est des entités régulées qui permettent de processer du paiement, de l'acquisition de cartes et des choses comme ça. Et nous, on dit qu'on est PSP++ parce qu'en fait, on est une offre de banking as a service. Et donc, on est plutôt sur toute la partie gestion des flux. Donc, l'encaissement sur des comptes, dispatching des flux et puis décaissement des flux derrière, avec du flux, des virements classiques ou des cartes, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a un spectre un peu plus large que le paiement classique qu'on connaît tous, des sites web où on fait de l'acquisition carte. Voilà. Formidable. Et le groupe ADO, Benjamin, je ne sais pas si vous connaissez ADO, vous connaissez certainement si vous avez une bonne culture business, mais c'est le groupe dans lequel on va retrouver Bricoman, Weldom et surtout Leroy Merlin. Exactement. ADO est un groupe originaire du Nord, un groupe mondial qui réunit plus de 110 000 collaborateurs à travers 6 enseignes. Donc, comme tu l'as dit, Leroy Merlin, Bricoman, la marque M à travers l'Europe et à travers le monde. On retrouve également Weldom, Brico Center, Cabane et Saint-Maclou. On est plus de 110 000 à l'international et on réalise un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards d'euros avec une ambition commune, améliorer l'habitat de nos clients. L'habitat de vos clients. Et puis vous vous demandez pourquoi, certainement, chers auditrices, chers auditeurs, on fait cet épisode aujourd'hui. Vous m'avez souvent demandé, on reçoit sur le panier beaucoup de DNVB, mais des boîtes qui vont faire 5, 10, 15, 20, 30 millions d'euros. Ça, c'est, on va dire, la majorité des invités. Vous m'avez demandé, chers auditrices, chers auditeurs, d'aller interroger des commerçants et commerçants retailers plus gros, je vais le dire. Et ben c'est un peu le but aujourd'hui, puisque Leroy Merlin a lancé en 2021 une marketplace, la marketplace de Leroy Merlin, qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de volume d'affaires à date. Et aujourd'hui, l'idée, c'est un peu de lever le capot sur la manière dont s'est montée cette marketplace, les enjeux auxquels vous avez fait face, principalement sur le paiement et les flux, parce que plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, de volume d'affaires, il faut évidemment les recevoir, les reverser, les renvoyer. Et c'est un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Tu as commencé à me présenter le groupe ADO, on peut peut-être le reprendre ? Bien sûr. Et continuer. Donc effectivement, ADO, c'est un groupe qui est composé, donc ce que je disais, sur plusieurs enseignes, dont les enseignes principales sont Leroy Merlin et Bricoman. On a aujourd'hui un réseau principalement de magasins, c'est historique. Vous avez pu le voir dans la presse et dans certaines communications, l'histoire de Adolphe Leroy et Rose Merlin et les 100 ans de Leroy Merlin, c'est une vérité, ça n'est pas qu'une communication. L'histoire du groupe est née il y a plus de 100 ans sur un réseau de magasins qui a été construit et bâti, qui s'est développé tout d'abord en France, pour ensuite se développer en Europe et puis à l'international. Et depuis effectivement 4 ans, 5 ans maintenant, un virage omnicanal, un virage web a été opéré, et à la fois sur le web, on va dire, interne, donc de la vente en propre, et également sur de la marketplace qui a été créée, donc comme tu disais tout à l'heure, en 2021, mais avec un projet qui a pris naissance en 2019, et une livraison qui s'est faite en pleine période de Covid. Donc voilà. Au bon moment, non, parce que dans l'univers du business français, la déco, l'aménagement, le bricolage ont explosé pendant le Covid, non ? Exactement. Alors c'était un projet qu'on avait en tête déjà depuis un moment. Pour la petite histoire, le leroymerlin.fr était un des plus gros sites en termes de consultation en France pendant des années. On était dans le top 3 français en termes de trafic. Mais l'e-commerce ne faisait pas partie de nos fondamentaux. En tout cas, on restait effectivement sur de la vente de proximité et de la vente de magasins. Et donc il a été décidé dans une logique, une trajectoire d'entreprise omnicanale, mais plus qu'omnicanale, une entreprise plateforme, c'est-à-dire une entreprise qui
dont tous les secteurs sont interconnectés en plateforme, de développer cette partie digitale. Donc effectivement, dans un contexte accéléré avec la crise du Covid, et de développer également la partie marketplace. Pourquoi ? Pour 2 raisons principales. Offrir plus de produits à nos clients, servir toujours plus nos habitants et nos clients, et également avoir une offre digitale, développer l'interconnexion entre le web et le magasin, et permettre de toucher, de rendre des services et vendre des produits, en tout cas servir nos clients dans des zones où ils ne sont pas forcément couverts par les magasins. Alors, la réponse peut paraître évidente pour certains, j'imagine, mais le Roi Merlin, c'est le vaisseau amiral d'ADO, on est d'accord. Avoir choisi de lancer la marketplace sur le vaisseau amiral, est-ce que c'était pas prendre un risque ou c'était une évidence ? Tu aurais pu le tester, tu vois, sur une autre enseigne pour ensuite le déployer. Bien sûr. Les 2 approches auraient pu avoir du sens. Bien sûr, il y a toujours un risque dans un lancement de marketplace, et c'est pour ça qu'il faut réussir à travailler le sujet de manière assez précise. Nous, on a eu la chance de bien s'entourer, également de Xpolens sur le lancement, sur la partie orchestration des flux, mais pas que. On a eu aussi beaucoup de réflexions sur la partie juridique. Il faut être très vigilant sur la partie réglementation, que ce soit sur la partie des flux financiers ou même sur la partie approvisionnement et gestion des différents sellers. Et il nous semblait tout naturel, effectivement, d'accompagner la transformation digitale par cette extension de gamme avec la mise en place de la marketplace. Sur le Roi Merlin. Sur le Roi Merlin. Ok. Guillaume, est-ce que tu peux me parler un peu d'Xpolens ? D'où vous venez ? Oui, bien sûr. Alors, Xpolens, c'est un projet intrapreneurial. Donc, c'est une filiale du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne. C'est plus connu, 100%. C'est un projet qui a été initié il y a 4-5 ans. Donc, en 2019, au moment où finalement ADO a contractualisé avec nous, et on était en pleine transformation. Et on a commencé avec ADO donc, sur une base techno qui venait d'une entité qui s'appelait S-Money, qu'on a transformé en Xpolens dès 2021, et sur lequel on a, on va dire, redéveloppé toute une nouvelle plateforme de paiement qui va permettre d'adresser un certain nombre de use cases, un certain nombre de secteurs, et notamment ADO sur ses ambitions d'extension. Voilà. Donc ça, c'est Et projet entrepreneurial, toi, tu viens en plus du monde de la start-up ? Ouais, tout à fait. Moi, j'ai fait que des startups depuis 20 ans, et je venais du monde des télécoms, de tout ce qui était App Store, logo, sonnerie, des choses comme ça, du micro-billing, la micro-facturation. Donc, il y avait déjà des notions de flux et de répartition de flux importantes. Et puis, je suis arrivé chez Xpolens pour m'occuper du développement projet, de tout l'accompagnement client et la croissance de la société. Voilà. Quel chiffre on peut donner sur Xpolens ? À quoi on mesure C'est quoi le KPI principal ? Le KPI principal, je pense qu'on peut donner un certain nombre de milliers de comptes. C'est des millions de comptes. Donc on a des offres, beaucoup de comptes pour ADO parce qu'il y a beaucoup de resellers, beaucoup de comptes parce qu'on a aussi des offres consumer. Donc on adresse beaucoup d'offres type néobanque ou d'offres de wallet de paiement, de choses comme ça. Donc ça dépasse le million. En flux, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme flux j'ai envie de dire en performance aussi, c'est-à-dire que je crois que j'ai en tête la plateforme aujourd'hui, c'est une plateforme techno, donc APIisée, donc c'est plus de 4 millions de requêtes jour, je crois, au niveau API, sur tous nos clients, puisque c'est une plateforme qui est partagée à travers plein d'offres dans un modèle un peu SaaS. Voilà. Et en termes de personnes, aujourd'hui, on est 150 personnes. On a commencé, on était 20 en 2019. 20 en 2019, 150 aujourd'hui. Ouais. Une plateforme, tu l'as dit, on y reviendra, c'est surtout des API et c'est ça qui a été intéressant dans la construction de la marketplace. Je reviens sur ce virage omnicanal en plein Covid, donc projet lancé en 2019 et sorti, c'est ça, Exactement. pendant les confinements. Sorti en 2020-21, on va dire que les premiers pilotes ont été effectués en 2020. Et le projet avait été initié effectivement en 2019 et la force du groupe, l'agilité des partenaires aussi ont permis de maintenir les délais dans une période chahutée en termes d'organisation. Mais en tout cas, on a réussi à tenir le délai. Ouais, et puis vous avez dû avoir un stress test, comme je le disais tout à l'heure, assez important puisque c'était une grosse période Effectivement. de bricolage. Ouais. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre aujourd'hui sur la marketplace ?
Aujourd'hui, la marketplace, on est très fiers et très content de dire c'est la 3e marketplace en France en termes de volume. On est très content de l'expansion. On gère aujourd'hui plus de 5000 sellers, donc vendeurs externes au groupe, qui adhèrent à la marketplace Leroy Merlin Europe. Parce qu'on parlait de Leroy Merlin avec effectivement un projet qui s'est initié en France, mais qui s'est très rapidement étendu en Europe. Donc aujourd'hui, on est présent en France, en Italie, en Espagne, au Portugal. Donc je regarde Guillaume cette fois avec des enjeux, on y reviendra tout à l'heure, mais devises. Non, parce que là tu m'as dit que des. Pardon, j'ai dit une bêtise, tu m'as dit que des pays euros. Hein. Pour l'instant, c'est que des pays euros. Mais il y en aura qui sont hors euros. Oui, bien sûr. Bon, on y viendra. 5000 vendeurs. Qui étaient déjà des vendeurs référencés Leroy Merlin? Est-ce qu'il y a des nouveaux vendeurs? Quelle est la répartition Pas nécessairement. On a tout type de vendeurs. Les marketplaces, dans leur ensemble, ont créé aussi un écosystème nouveau avec des entreprises de petite et moyenne taille qui vont être dédiées à de l'activité marketplace. On peut retrouver effectivement certains de nos fournisseurs sur certaines gammes, hein, sur des extensions de gamme par exemple, c'est-à-dire que des produits qu'on va pas forcément référencer chez nous, mais qui seraient nécessaires. Quand tu dis chez nous, c'est en physique. En physique, exactement. Ouais. Pour avoir une profondeur de gamme encore plus importante, on va laisser la place effectivement à certains de nos fournisseurs pour proposer des gammes plus étendues et permettre encore une fois à nos clients de trouver leur bonheur et de trouver les produits. Et Ok, pardon, très bien. Ouais. Ne me facilite pas la vie parce que c'est plein de sociétés et toutes différentes. Et nous, on a des enjeux réglementaires derrière avec des statuts juridiques un peu différents. Mais je pense que c'est là aussi on y arrive. C'est-à-dire qu'on crante et on adresse ces enrôlements de fournisseurs qui sont pas que français, hein, je crois. Exactement. Il y a pas mal d'international. Mais donc, tu as des enjeux de validation des fournisseurs qui viennent vendre. Des choses comme ça pour gérer les enjeux réglementaires et rester conforme à ce que nous demande notre régulateur, la CPR. Voilà. D'accord. Encore une fois, hein, c'est vraiment un nouvel environnement, un nouvel écosystème qui s'est créé. On va retrouver des sellers qui sont des entreprises dédiées, mais on va retrouver aussi des PME régionales qui avaient une activité autre, qui était dans de l'activité de proximité, qui s'adossent à notre marque, à notre savoir-faire, à notre rayonnement pour pouvoir aussi adresser leurs produits en direct. Le choix s'est fait donc avec quelques partenaires importants, la plateforme sur Miracle. Exactement, oui. Ok. Pourquoi Miracle et pourquoi pas un développement en interne? Pourquoi pas un autre? Là, il y a eu ce que j'expliquais tout à l'heure, on a eu une ambition assez forte de développement rapide et de mise en place rapide. Donc effectivement, le développement interne ne permettait pas forcément ça dans le timing alloué. Donc on s'est adossé à des acteurs importants du marché en ayant fait forcément un tour de piste et voir un petit peu ce qui se passait sur le marché. Donc on a retenu, comme tu le disais, Miracle. Et puis ensuite, sur les acteurs du paiement, puisque ce qui est important aussi à savoir, c'est que l'orchestration d'une marketplace et les enjeux juridiques d'une marketplace, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc que ce soit en termes de flux ou en termes d'encaissement, que ce soit la gestion des sellers pour l'onboarding ou la partie gestion des ventes, effectivement, on va retrouver des acteurs comme Miracle. Et sur la partie orchestration des flux, là, on va être plus sur des engagements, en tout cas, une nécessité juridique de respecter certaines règles. C'est la raison pour laquelle on travaille avec Xpolens sur toute la partie encaissement. Et donc là aussi, on a fait un tour du marché. Il y avait différentes offres. Et celle qui, aujourd'hui, nous correspondait plus à notre volonté d'être toujours en mode plateforme pour pouvoir avoir des briques interconnectées et pouvoir répondre au mieux à nos clients, c'était Xpolens. Et surtout automatiser, j'imagine, un ensemble de flux, s'assurer d'être en règle aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume. Complètement, il y a à la fois les enjeux techniques, évidemment, informatiques, mais aussi les enjeux réglementaires sur l'entrée en relation des fournisseurs, et puis derrière, le monitoring des flux, pour s'assurer qu'il n'y a pas de cas de fraude, etc. Et puis après, des enjeux techniques aussi, évidemment, pour que ça fonctionne et que tout le monde soit payé en bonne et due forme. Voilà, et puis je pense que ce qui a plu aussi peut-être à Benjamin et puis à ADO, j'aime bien faire un petit comparatif. Je pense que tu as joué au Lego quand tu étais petit. Bien sûr. Voilà. Quand tu étais tout petit, tu as joué au Duplo. J'ai joué à tout ce qui s'assemble. Voilà. Et donc, on peut faire une petite analogie, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce qui nous différencie peut-être et ce qui répondait à la stratégie d'ADO, c'était de dire que quand tu as une boîte à outils avec une boîte de Lego, avec des Duplo, tu fais des choses qui sont sympas.
mais tu n'es pas dans la customisation à tout va. C'est-à-dire que tu as des expériences, tu ne vas pas créer un objet qui va être très fin. Si tu rentres dans le Lego, tout de suite, tu vas beaucoup plus loin dans les objets que tu peux créer, dans la créativité. Et c'est un peu ce qu'on propose sur notre boîte à outils de paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fournit zéro interface. On fournit par contre ce qu'on appelle une API. Et donc, on fournit un set de fonctionnalités qui est très riche, qui va permettre à nos clients et donc à ADO de maîtriser vraiment son savoir-faire, son métier d'opérateur de marketplace. Et nous, on se concentrera uniquement sur le paiement et eux sur tout le reste qui est super clé. Donc, toute l'intelligence est chez vous et vous fournissez des clés d'entrée, enfin les API. Non, mais pardon, pour expliquer. On a encore un peu d'intelligence. Oui, pardon. Ouais. Mais je dirais que l'intelligence métier de la marketplace, non, justement, on fait une dichotomie très forte. Elle est chez le retailer et donc l'intelligence paiement, règlement, et flux, l'intelligence paiement, règlement, flux, elle est chez nous. Ouais. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se soucier de ça. Mais je voulais rebondir sur le pas d'interface pour les auditeurs, auditrices pour qui c'est pas forcément une évidence. Les API, où on appelle aussi ça des web services, c'est en fait une manière de communiquer entre deux systèmes qui s'envoient une question et une réponse. Exactement. Sous forme de paquets de données, mais il n'y a effectivement pas d'interface visuelle comme on peut avoir sur le web. Donc c'est le modèle d'Xpolens ? C'est le modèle et l'ADN de Xpolens. On ne fait que ça. Et pourquoi ? Parce que ça nous permet d'adresser des use cases super variés. Donc évidemment, on est hyper content de travailler sur des marketplaces, mais on a d'autres cas d'usage. Je vais vous donner un exemple. On est l'acteur de référence en France aujourd'hui sur tous les sujets néobanques. Des gros acteurs comme l'offre française des jeux Nirio, par exemple, c'est nous derrière. Voilà. On était derrière des gros événements sportifs de l'été, par exemple. Qu'on n'a pas le droit de citer. Voilà. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je ne sais pas. Il y en a eu quelques-uns quand même. En vrai, il y en a eu quelques-uns, mais voilà. différents. Ok. Donc c'est ce genre de choses. Donc ça permet d'adresser une grande variété d'expériences clients. Et surtout une certaine souplesse, j'imagine, pour coller à un cahier des charges qui doit être assez complexe d'ailleurs. Exactement. Oui, assez complexe et répondre à toutes les attentes de l'ambition, encore une fois, dès la construction de la marketplace, c'était de rayonner à minima en Europe. Donc aujourd'hui, c'est un projet qu'on étend à travers le monde, mais en tout cas, le partenaire qui était retenu, c'était de pouvoir rayonner en Europe. Et ce rayonnement européen nécessite qu'on puisse adapter, comme le disait Guillaume, avec la métaphore sur les Lego, qu'on aime beaucoup aussi, puisqu'on partage cet avis-là, qu'on puisse interconnecter différents moyens de paiement, différentes offres, en fonction des besoins de nos clients en local, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Italie. Donc c'est effectivement très important pour nous. Mais des offres, mais j'imagine aussi un cadre légal, juridique qui change d'un pays à l'autre dans les pays euros. Complètement. Alors effectivement, et c'est là où on a aussi un accompagnement assez fort sur le fait de passeporter, on va appeler un passeport de cette manière en tout cas de faire de l'encaissement pour les marketplaces avec Xpolens. Parce que qu'est-ce qui va changer ? Des règlements, des KYC On va dire, pour simplifier, vous avez un règlement européen, et après vous avez des régulateurs locaux, dont la CPR par exemple en France, et il y a quand même des adaptations locales qui sont faites. D'accord ? Et donc, pour pouvoir opérer comme ça, vous devez avoir votre agrément. Donc, nous, on est établissement de paiement et de monnaie électronique, donc on a nos agréments pour le faire. Et une fois que vous l'avez dans un pays, vous avez une possibilité de passeporter, de faire une demande d'exploitation de votre agrément dans une autre zone géographique de l'Europe, ce qui est beaucoup plus facile. Et donc nous, on est capable de le faire dans toute l'Europe sans problème. Et on a droit d'opérer des marketplaces dans d'autres zones géographiques une fois qu'on a ce passeport. Alors en pratique, il y a des adaptations locales ? Ou si on considère que si un pays a donné son tampon, les autres... Non, exactement. On doit suivre plutôt le tampon de la CPR. Et derrière, on a assez peu d'adaptation locale. Alors ça dépend jusqu'où on va peut-être pas rentrer dans le détail là, mais pour les sujets marketplace, c'est relativement raisonnable. Donc il y a d'être accrédité, d'avoir l'accréditation dans un pays, et puis ensuite de la passeporter, comme tu le disais, dans les autres. J'imagine qu'ensuite il y a des spécificités locales, très opérationnelles. Les délais de paiement, il peut y avoir qu'est-ce qui va changer d'un pays à l'autre ? Alors, oui, on peut retrouver, mais justement, toute l'idée du projet commun avec Xpolens et la construction qui a été faite par ADO, c'est d'avoir au maximum, c'est pas évident en Europe, mais d'uniformiser au maximum, et de la centraliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir tout découpé, toute la chaîne de paiement et de gestion de la marketplace, nous permet d'adapter en fonction des besoins. Donc,
on va respecter les règles et les spécificités locales. On va développer des marketplaces avec des sites en local, mais toujours dans la même logique centralisée et européenne. Ok, et piloté depuis. Alors tu viens de Lille, De Lille, depuis exactement. au bureau Exactement. à Lille. Ok. J'en parle souvent sur le panier du fameux millefeuille du paiement, mais entre la transaction, CB, l'acceptation et j'imagine le règlement d'un fournisseur à l'autre bout de l'Europe ou de la France, il y a pas mal d'étapes. Toutes les étapes sont gérées. Alors, effectivement, toutes les étapes, elles sont gérées d'un point de vue purement bancaire, monétique par nous, mais Ouais. tous les ordres et l'intelligence et les règles métiers de dispatching des flux et de dire ce supplier, ce fournisseur, il a droit à X centimes d'euros ou X euros par rapport à une vente, ça, c'est le savoir-faire d'ADO. Et nous, on ne fait que d'exécuter les ordres de paiement et de flux. Donc, le millefeuille, d'un point de vue purement monétique, c'est des flux qui arrivent d'acquisition. On va parler sans doute de flux 1P, 3P, etc. Ça arrive sur nos comptes. Et puis après, tout l'ordonnancement et toute l'orchestration des flux, on va ouvrir des séries de comptes justement pour enrôler ces fameux fournisseurs. Et les ordres vont arriver directement du système d'information et donc de la marketplace d'ADO qui va dire, ah bah tiens, sur ces flux-là, il faut les répartir sur X comptes derrière. Et puis après, ADO va même fournir les outils pour permettre aux fournisseurs de récupérer les fonds sur leur banque principale. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a même des fournisseurs certainement chinois, des choses comme ça. Donc derrière, ils veulent aller récupérer les euros qu'ils ont engrangés pour aller pouvoir éventuellement faire des virements internationaux derrière. Mais ça veut dire qu'il y a un principe de portefeuille en ligne pour le fournisseur? On est en fait en quelque sorte la banque du fournisseur aussi. C'est-à-dire que on est une banque à part entière. Enfin, on n'est pas établissement de crédit, mais on est établissement de paiement. Et donc, on sait ouvrir en teneur de compte. Et donc, quand on ouvre un compte pour un fournisseur, c'est bien au nom de la société du fournisseur. Et donc, il y a tout un enjeu d'ouvrir des comptes pour les différents intervenants de la marketplace. Le premier étant évidemment ADO. Donc, les flux qui arrivent, ce sont les flux d'ADO. Ils tombent sur nos comptes. Cet argent, il appartient à ADO. Puis après, il y a des systèmes de reversement dans ce qu'on appelle dans le jargon l'encaissement pour compte de tiers. Donc, c'est bien ADO qui encaisse tout et qui reverse, en fonction des accords contractuels, les parts qui reviennent aux différents fournisseurs. Tu voulais rebondir? Exactement, ouais, pour compléter ce que dit Guillaume, sur la méthodologie financière de gérer la marketplace, il y a plusieurs façons. Nous, on a choisi de l'encaissement pour compte de tiers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on vient encaisser les fonds de nos sellers. Et pour effectivement rezoomer sur le millefeuille du paiement, dans le monde du paiement, on a deux grandes strates qui sont l'acceptation, donc tout ce qui passe par le PSP. Donc, tu mets ta carte en ligne ou sur un TPE, les informations sont envoyées à ce qu'on appelle un payment service provider qui va lui communiquer aux banques les différents échanges et toute la compensation. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'acquisition, donc toute la partie bancaire qui va, elle, gérer la compensation des flux et nous reverser l'argent qui a été encaissé. Et la troisième strate qui vient avec la marketplace et sur laquelle nous accompagne Xpolens, ce que disait Guillaume, c'est effectivement toute la partie légale d'encaissement pour compte de tiers, de cantonner les fonds, c'est-à-dire qu'on va venir protéger les fonds des sellers. ADO n'a pas le droit de garder les fonds des sellers sans les protéger avec un organisme tiers. Et donc, toute cette mécanique a été construite ligne par ligne, avec en plus un orchestrateur qui vient faire des connexions, comme tu disais tout à l'heure, API, puisque tu es spécialiste maintenant de l'API, qui vient faire des connexions entre tous ces acteurs-là. Donc ça, c'est un orchestrateur qu'on a construit en interne. Et grâce à l'offre, effectivement, de Xpolens, on arrive à connecter tous ces paramètres-là pour avoir un millefeuille qui est certes complexe, mais qu'on voit de bout en bout, qui nous permet d'adresser toujours plus de sécurité, toujours plus de simplicité pour nos clients finaux. Avec mon approche un peu candide, mais c'est peut-être pas ça le cœur du problème. Moi ce que j'imagine, c'est qu'en fait, tu as des milliers de paniers qui se font chaque jour, et dans chaque panier, tu vas avoir un à plusieurs fournisseurs. Ouais. Donc, à la fin du mois, il y a, de la quinzaine, enfin, je sais pas quels sont les délais, ou des 45 jours, il y a justement cet arbitrage à faire. C'est ça, entre l'argent encaissé et vers qui il repart, sachant que un fournisseur va à participer à des centaines, des milliers de paniers. Donc, c'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet, c'est la pierre angulaire de toute l'articulation des flux de la marketplace. Okay. Et effectivement, grâce à notre orchestrateur et aux API Xpolens, on arrive sur un panier qu'on va appeler panier mixte, qui est d'ailleurs, d'un point de vue proposition de l'offre,
un vrai plus pour pour notre enseigne, pour nos enseignes. Pourquoi ? Parce que le fait de savoir gérer du panier mix, en fait, d'un point de vue réglementaire, si tu ne sais pas gérer du panier mix comme on le fait aujourd'hui, ou si on n'était pas en capacité de faire l'encaissement centralisé, toi, en tant que consommateur, tu devrais payer une fois pour nos produits en propre et une seconde fois pour les produits de la marketplace. Autant dire que d'un point de vue ergonomie et Friction. c'est une catastrophe. Ouais. Donc on voulait absolument éviter ça. Et donc grâce à cette double compétence, à la fois apportée par notre orchestrateur interne et la gestion d'Xpolens, on est en capacité, en sortie de flux, de tout de suite identifier d'où viennent les transactions et de les répartir, donner l'information pour pouvoir les répartir immédiatement sur des comptes de protection des sellers. La troisième option dont tu parlais, c'est ça, les comptes de protection. Donc Exactement, le troisième étage de la fusée pour gérer la marketplace. Donc les fournisseurs ont un compte qui se remplit jusqu'à un certain moment, avec ensuite des flux automatiques, ou c'est eux qui déclenchent un... Non, on fait tout manuellement, c'est super sympa. Par fax. Oui, tout est automatique, évidemment, c'est tout l'enjeu, c'est qu'il faut absolument que ça soit fléché à 100% et qu'il n'y ait pas d'erreur. Et donc s'assurer que le fléchage des flux de l'encaissement jusqu'au décaissement soit parfait, parce que autrement, je pense que autrement tu prends du Doliprane. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Donc tu vois, c'est comme, tu connais Tricount ? Oui, bien sûr. Bon, Pardon, Tricount, c'est la petite app qui vous permet de faire les comptes entre amis voilà. à la fin d'un week-end. Bon, t'as le choix entre l'ardoise, tu fais tes comptes entre amis, tu sais jamais qui doit quoi, machin, ou tu prends Tricount. C'est un peu ça, nous on est le Tricount de la... Mais je veux dire, le rapatriement des fonds chez le fournisseur, ça aussi, c'est il y a des salves tous les mois à date fixe où c'est le fournisseur lui-même qui déclenche un retour. Non, alors le déclenchement, ce qu'on appelle des payouts dans le jargon, c'est déclenché en fonction d'un certain protocole commercial qu'on a avec nos sellers, donc de respect d'un engagement de retour marchandise, parce qu'on vient aussi toucher toute la partie gestion des retours et éventuels litiges s'il y en a. Donc c'est des déclencheurs qui sont programmés et qui sont versés en fait à certaines dates directement au seller. Et tout ça c'est automatisé, comme le disait Guillaume. Ok. Dans un achat, il y a ensuite de la facturation, surtout quand on est en pro, il y a du shipping, donc j'imagine qu'il y a aussi des retours, parce qu'il faut que le paiement soit validé, il faut, pour déclencher parfois que l'envoi soit fait, pour déclencher la facturation, pardon. Exactement. Alors effectivement, c'est un bon point, puisque Je regarde tous les deux parce que j'imagine que vous avez tous les deux une réponse, mais Benjamin, je t'en prie, vas-y. Commence et puis après je expliquerai comment l'API c'est géré, quoi. De toute façon, dans le monde du paiement, le pain point, c'est le retour. C'est toujours le sujet, parce qu'effectivement, il y a un chemin qui est construit, il faut réussir à faire le chemin inverse, peu importe le moyen de paiement utilisé, et peu importe le chemin qui a été pris. Donc toute cette partie-là est gérée et aussi automatisée par toujours cette organisation avec cet orchestrateur et les informations qu'on peut envoyer à Xpolens. Et ensuite, effectivement, ça va bloquer ou non les ventes ou les remboursements ou les payouts. Il y a une mécanique de flux de retour arrière qui est mise en place pour gérer toute cette partie-là. Et le déclencheur sera effectivement en fonction de la vente et la bonne livraison de la marchandise. Guillaume, tu voulais rebondir aussi ? Non, mais en fait, il y a des déclencheurs, donc métiers, on va dire, d'API, enfin logistique, on va dire, qui sont plus côté ADO. Et donc nous, en fonction de ça, l'intérêt d'avoir une API, c'est d'orchestrer des appels API venant de différents systèmes d'information. Et donc effectivement, s'il y a un problème logistique et un retour, ils vont faire un appel API chez nous pour pouvoir faire remonter des fonds d'un compte vers l'autre, pour pouvoir rembourser finalement in fine le client, ou des choses comme ça. Et donc tout ça, ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout fonctionne en temps réel, et donc avec des mécanismes de ce qu'on appelle de callback, où en fait, Benjamin interroge notre plateforme, il veut exécuter un mouvement quel qu'il soit, mais surtout on lui donne le retour de la bonne exécution ou des choses comme ça, parce que justement ça peut influencer sur le parcours client d'après, et des problématiques de canons passants, notamment de paiement, des choses comme ça. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir des mécanismes APIsés complètement en temps réel, c'est qu'il va conjuguer l'orchestration de différentes API, différents providers, qui vont permettre de créer justement et de pouvoir automatiser l'ensemble des règles métiers, et notamment toutes les problématiques de canons passants, parce qu'il y en a quand même pas mal, ce qu'il ne faut absolument pas éluder dans ce genre de métier. Ok, voilà. Ok.
Vous êtes sur quel modèle de marketplace? Est-ce que tu peux m'expliquer les différents modèles ou expliquer à nos auditeurs? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs? Donc il y a des modèles first party, third party, il y a du 2P aussi. Vous êtes sur quel modèle et quels sont les modèles qui existent? Alors, nous, on a pris le parti de faire du first et third party. Donc on va vulgariser par du 1P, 3P en francisant le terme. Pour la simple et bonne raison que notre virage omnicanal marketplace, il a été accompagné par le virage omnicanal de la vente en ligne de nos magasins, et que les deux stratégies devaient se coordonner. Il n'était pas question d'en favoriser une au détriment de l'autre, ni d'avoir de phénomènes de cannibalisation, mais on pourra y revenir. Et donc nous, on a choisi effectivement un modèle... en fait, ce qu'on appelle du 1P, c'est vendu par nos enseignes et envoyé par nos enseignes. Et du 3P, c'est vendu par nos sellers, envoyé par nos sellers. Le modèle intermédiaire, c'est ce qu'on appelle du 2P, c'est stocké par nos enseignes, mais vendu par nos sellers. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas pour le moment. On se concentre sur le 1P et le 3P. Donc la partie 1P, ça va être effectivement nos enseignes en direct qui vendent leurs propres produits sur Internet. Le 3P avec toute la partie marketplace et l'offre qu'on propose avec la marketplace. Et le mix des deux. Donc l'articulation, donc techniquement possible avec l'orchestration des flux qu'on a évoqué juste avant, et qui a des conséquences assez fortes sur le taux de transformation et sur le business. Vous auriez pu partir, alors ça a été dans le cas dans le passé, alors ça date un peu, mais sur un site e-com pour les enseignes et les produits et la marketplace à côté, vous avez fait le choix de tout intégrer. Exactement. Donc il y a un seul espace de vente dans lequel on va retrouver les produits des enseignes, les produits de la marque, mais aussi les vendeurs, les fournisseurs tiers, quoi. Exactement. Toujours dans une logique d'avoir des extensions de gamme sur une seule et même plateforme. Donc il y a une plateforme, il y a une URL par pays, mais c'est la même pour le site web intégré et pour les marketplaces. Avec du ship from store, du ship from, j'imagine, une plateforme logistique, Leroy Merlin, et les vendeurs tiers. Et les vendeurs tiers. Il y a un enjeu, j'imagine. Alors, je vais pas faire une généralité à partir de mon expérience, mais en général, quand on est sur un chantier, il faut la pièce ou le matériau tout de suite maintenant. Quand c'est vous qui maîtrisez depuis vos magasins ou vos plateformes, vous maîtrisez la logistique avec suffisamment d'assurance parce que c'est la vôtre. Quand c'est les 3P, les vendeurs tiers, il y a moins de contrôle. C'est un enjeu. Est-ce qu'il y a une validation Si, il y a un engagement. Oui, bien sûr, il y a un engagement. C'est aussi fait dans la sélection du seller, dans l'analyse de la logistique du seller. Et tout ça, c'est effectivement assez contrôlé et regardé de très près pour évidemment répondre au plus vite aux besoins de nos clients. Ouais. Ok. Pour entrer un peu dans les schémas de flux, Guillaume, je veux bien qu'on prenne de la hauteur et que ce que tu as commencé à faire tout à l'heure, mais que tu me réexpliques bien. Alors, les schémas de flux, donc on va prendre un parcours client. Hein. Donc, tu achètes un produit chez Leroy Merlin, on va dire que tu as un panier mixte, comme tu dis. Toute la partie acquisition, nous, on ne la fait pas. C'est-à-dire que c'est un PSP classique, qui peut être un Payplug, un Stripe, un Adyen, je ne sais plus avec qui vous travaillez. Il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs en fonction des pays. C'est assez important pour accepter la carte. Cet argent, il arrive au bout d'un moment, ce qu'on appelle au bout du settlement, sur le compte bancaire Exponence, le compte de paiement Exponence. Donc là, c'est l'agrégation de l'ensemble, on va dire, pour simplifier, du chiffre d'affaires de la journée. Okay. Tous les jours, il y a de l'argent qui tombe, notamment sur tous les flux dits 3P. Donc là, il y a un premier compte. Et l'enjeu après, derrière, c'est de répartir cet argent qui est ségrégué et qui est protégé pour les fournisseurs sur différents comptes qui appartiennent à chaque fournisseur. Donc nous, on fait c'est un virement en trans-CEPA classique, hein, comme tout le monde connaît avec ta banque. Si tu veux faire un virement, on te donne un IBAN et puis tu vas faire ton virement classique. Donc ça, c'est automatisé. Et après, comme sur notre plateforme, tous les mouvements de compte à compte, donc on a toute une série de comptes, hein, donc c'est un peu compliqué. Il y a des comptes fournisseurs, des comptes perte et profit, des comptes de commissionnement, des comptes d'ADO, des choses comme ça. Tous ces mouvements-là, en fait, ils ne passent pas par le réseau interbancaire. Donc, ce n'est pas des virements classiques, c'est des mouvements en temps réel où on ne fait que dire le solde du compte 1, il va être décrémenté de 1 au profit du compte 2 qui va faire plus 1, etc. Donc, c'est des plus et des moins. Et tout ça ne se passe pas de banque en banque, ça reste dans la même banque, en fait, hein, qui est Exponence.
Et presque disait, à la fin du parcours, bah, le fournisseur, ADO, on va dire, a encaissé 100 dans la journée, à travers une série de fournisseurs. Et puis évidemment, en fonction des politiques de décaissement, ADO va permettre de décaisser, de dire à son fournisseur, bah, toi, tu as touché 10, on va dire, sur une période donnée, et tu vas faire automatiquement. Alors, je ne sais plus si c'est fait automatiquement, mais tu me diras, mais en tout cas, c'est possible de le faire, ou c'est à la demande du fournisseur. Il, lui, va faire sortir ses fonds de ce compte bancaire Xpolens vers, finalement, la banque principale de sa société, pour pouvoir bénéficier de ses fonds et puis gérer l'activité de sa société. Voilà. Donc ce qui est compliqué, c'est pas les flux entrants, les flux sortants, ce sont des flux classiques SEPA ou instant payment ou peu importe. Ce qui est compliqué, c'est l'orchestration entre tous les comptes au sein de notre plateforme et le savoir-faire, on va dire, de Xpolens, c'est d'automatiser tout ça, de permettre une automatisation à travers ce qu'on appelle l'API. Et puis le savoir-faire d'ADO, c'est de définir toutes ces règles d'orchestration, de règles et de dire qui gagne quoi et voilà. À quel moment est-ce que tu peux venir décaisser ou reverser quand il y a un retour client? Ça fait partie de ces compensations-là? Parce qu'il y a une sorte de compensation de créance à la fin de la journée. Tu as enregistré un certain nombre de paiements, peut-être un certain nombre de retours. Ouais. Donc tu as une... C'est peut-être naïf comme question, hein, mais du coup, et c'est à ce moment-là que tu as une sorte de solde de tout compte de ce que le fournisseur doit recevoir ou doit peut-être rendre d'ailleurs. Alors on le gère avec quoi, le compte perte et profit, les choses comme ça, non? Il y a une compensation qui est faite sur la journée, effectivement, comme en fonction des remboursements qui ont été faits et des encaissements qui ont été réalisés. Il y a une compensation immédiate qui est faite et on va redispatcher exactement ce qu'il y a là et on va venir en fait monitorer le solde des comptes des vendeurs avec ce que nous on a en encaissement à travers d'autres plateformes que tu as citées tout à l'heure comme Miracle. Ok. Et si tu t'assures que le fournisseur est en capacité de rembourser s'il y a un remboursement à faire ou un retour. Exactement. Ok. Donc il y a aussi du flux qui va du fournisseur vers. C'est notamment parce que tu retiens les fonds un certain nombre de jours, hein, c'est ça. D'accord. Ok. Sorte de garantie. D'accord. Compris. Sur le retour, on crée une réserve. Un buffer. Voilà, un buffer qui respecte les durées légales de retour et qui nous permet effectivement de gérer cette partie-là d'un point de vue trésorier. C'est important parce que une fois que les fonds sont sortis, on va dire, de l'environnement marketplace, donc Xpolens, monétique, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué d'aller redemander à un vendeur de remettre des fonds, parce que grosso modo, il faut qu'il fasse un virement dans l'autre sens. Et surtout, ADO / Xpolens n'a pas la main dessus. Donc c'est au bon vouloir du fournisseur. Alors que dans l'environnement marketplace, on a la main sur le sujet pour justement faire des retours de fonds en fonction des cas, de remboursement, de choses comme ça. Ok. Tu peux parler de paiement intégré aussi sur la plateforme? Alors évidemment, on n'est que dans du paiement intégré parce que je vais revenir sur mon analogie des Lego et des Duplo. C'est-à-dire qu'on ne fournit pas... l'expression paiement intégré, c'est de dire que au lieu d'utiliser des interfaces bancaires fournies classiquement par votre banque et de dire, tiens, on a parlé des flux, on parlait de flux SEPA, de virements, c'est ça qu'on fait. On ne va pas passer à travers une interface bancaire classique qui est mise à disposition d'une banque. Non, on va directement proposer à nos clients de donner des ordres de mouvement de fonds à travers leurs outils métiers. Donc, qui peuvent être des outils de back-office, mais même demain, je ne sais pas, même directement des outils qui sont directement sur des applications, par exemple mobiles, consumer. Alors, c'est peut-être pas le cas là, je suis pas sûr, j'ai pas un use case en tête, mais c'est ce qu'on peut proposer. C'est-à-dire qu'en fait, on permet de faire des mouvements de fonds à travers des interfaces et des outils logiciels web en ligne qui sont complètement maîtrisés par nos clients et qui vont répondre exactement à leurs enjeux métiers. Donc c'est pour ça qu'on parle d'embedded payment. Donc les paiements, les ordres de paiement sont intégrés dans les outils qui ne sont non bancaires en fait, qui ne sont pas des outils bancaires à l'origine. Compris. Est-ce que, j'imagine que la plateforme évolue évidemment, la plateforme que vous avez sortie en 2021 versus celle d'aujourd'hui, il y a certainement des différences. Quelles sont ces différences justement sur lesquelles tu peux revenir sur la partie paiement? Est-ce qu'il y a eu des évolutions, parce qu'il y a des apprentissages quand on gère plusieurs centaines de millions d'euros de flux, il y a forcément des apprentissages qui donnent lieu à des optimisations, bien sûr. Il y a une construction déjà globale, on va dire, une construction pour répondre au marché européen. Donc nous, de notre côté, sur l'offre de moyens de paiement, sur l'orchestration, on a réussi à intégrer de nouveaux acteurs pour répondre encore une fois au mieux aux besoins locaux. Et en parallèle de ça, on a effectivement on travaille aussi avec Xpolens sur l'étape d'après, sur la partie orchestration des flux, avec
plus de fonctionnalités, mais je vais laisser Guillaume s'exprimer sur la nouvelle plateforme. Mais effectivement, on a aujourd'hui un modèle qui est sur mesure, on utilise une plateforme qui était existante, et l'apprentissage nous permet de voir aussi quelques difficultés liées au quotidien, qu'on va venir combler, gommer avec de nouvelles fonctionnalités qui vont être apportées par la nouvelle version de la plateforme. Et ça, c'est un projet pour l'année à venir. Ouais. Nous, ce que je disais en introduction, on a signé avec ADO, on était en pleine transformation. On a vraiment réalisé notre nouvelle plateforme en avril dernier, complètement. Et donc, on a migré de façon transparente l'ensemble de nos clients, un certain nombre de clients de l'ancienne plateforme vers cette nouvelle plateforme. Pas ADO, on va le faire. Et la plateforme, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à... Elle apporte évidemment beaucoup de robustesse parce qu'on a complètement mis la plateforme dans le cloud sur une approche complètement microservicée. Donc, c'est assez technique, mais ça permet de construire une roadmap beaucoup plus agile. C'est-à-dire qu'on peut faire évoluer des éléments fonctionnels sans perturber les autres, de façon assez indépendante, ce qu'on n'avait pas au départ. Donc on a vraiment quelque chose qui est très scalable et qui va nous permettre d'accompagner tous nos clients dans le temps, et ça c'est bien. Et les grosses évolutions qu'on est en train de porter, c'est d'adresser vraiment le monde, on va dire, du corporate, donc l'ouverture des comptes, de tenue de compte pour les corporates, pour les sociétés, et avec des enjeux de flux internationaux. Donc c'est là où on va, c'est là où on répond en extension sur la plateforme, et c'est pour ça qu'aussi ADO a choisi de continuer avec nous sur cette nouvelle plateforme pour gérer des nouvelles devises. Alors on est en Europe, on ne pourra opérer qu'en Europe parce qu'on a un agrément européen, on en a parlé tout à l'heure, Passeportail, et par contre en Europe on a quand même des devises qui sont différentes, donc il faut les gérer. Et puis les fournisseurs et nos clients ont aussi des enjeux internationaux, c'est-à-dire que on a en Europe la chance d'avoir le réseau SEPA qui permet d'opérer, d'être interconnecté sur toutes les banques européennes. Mais dès que vous voulez aller à l'international, il faut gérer des taux de change différents et il faut gérer des interconnexions bancaires qui sont SWIFT ou autres systèmes bancaires, mais plus complexes. Voilà. Donc c'est ça notre roadmap, c'est là où on va sur 2025 et c'est là où on va accompagner notamment ADO sur des zones géographiques qui ne sont plus en euros. Nouvelle. Voilà. On peut déjà en parler. Ce sera sur quelle zone ? Oui, bien sûr. On a un projet de développer la marketplace en Pologne. Donc effectivement, comme le disait Guillaume, c'est un nouveau projet, puisque pour la première fois, on va gérer de la marketplace en devises, hors euro. En tout cas, sur un système centralisé. Aujourd'hui, on a déjà des marketplaces à l'étranger, enfin dans la zone hors euro, mais qui sont totalement indépendantes. Et là, effectivement, l'idée, c'est de rester dans ce schéma de centralisation avec la même orchestration, mais avec du zloty. Et effectivement, on va s'appuyer sur la nouvelle technologie de Xpolens pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir adresser sur le même modèle un nouveau marché. Avec donc une nouvelle devise, Exactement. mais et tout ce que ça implique. Donc j'imagine qu'il y a du taux de change. Alors on va le gérer de Entre manière un autres. petit peu différente, Ouais. mais c'est hyper intéressant parce que c'est la question numéro 1 de la problématique de la gestion de devises sur de l'encaissement centralisé. Et c'est là aussi toute la force du modèle. C'est-à-dire que, en fait, on ne raisonnera pas taux de change et conversion immédiate. On va garder cette, entre guillemets, problématique au sein d'ADO, au sein de la trésorerie d'ADO, puisqu'on sait très bien le faire. Et justement, on va venir dupliquer un modèle en gérant des zloty comme on gère des euros, en unité de compte, en quelque sorte, de manière à garder la problématique de change chez nous, puisqu'on sait la traiter, on sait la faire, on la fait au quotidien. Aujourd'hui, on gère la trésorerie, on gère avec nos amis polonais la trésorerie au quotidien. Et on va redupliquer le modèle sur une gestion assez similaire à ce qu'on fait aujourd'hui avec l'euro, mais en enlevant cette problématique de change. Ok, intéressant. Donc ça c'est le. Ça veut dire qu'on encaisse en zloty et on gère tout en zloty tout le temps et on décaisse en zloty, quoi. Et donc, au niveau de la marketplace, il n'y a pas de change. Il n'y a pas de change. Ouais. Pas de change. Intéressant, mais pour un acheteur en Pologne qui achèterait un produit qui vient d'un fournisseur qui est payé qui est dans la zone euro, là, il n'y a pas de taux de change ? Dans un premier temps, non. Ok. Ça, c'est l'étape d'après. Et aujourd'hui, la question qui se pose et qui se regarde, c'est d'avoir une multiplicité des comptes sellers en fonction de la devise attendue. Donc en fait, compris. il n'y a D'accord. plus de problématique de Donc, change, c'est une problématique de répartition grâce à la techno Xpolens de venir
réallouer les encaissements, les devises en fonction du compte dédié du seller. En fonction du compte dédié du seller. Mais ça veut dire qu'un seller peut avoir 2 comptes. Oui. Exactement, il a Un un compte compte en euro euros et et un un compte compte zloty. zloty. Ok. Quand vous aurez 25 devises, ça va être... Non mais ok, hyper intéressant pour l'ouverture internationale sur l'enseigne du coup Leroy Merlin. Est-ce que cette belle expérience de marketplace pour Leroy Merlin, vous y pensez pour d'autres enseignes? Bien sûr. Alors, on a ouvert pour notre enseigne qui s'appelle M, qui est connue en France sous le nom de Bricoman, qui est une enseigne spécialisée pour les professionnels. Donc ça a été ouvert juste après Leroy Merlin France. Donc on a déjà une marketplace sur l'enseigne Bricoman France qui fonctionne très bien. Et la vraie nouveauté, et dont on est aussi très fier, c'est que depuis l'année dernière, sur le même modèle, et toujours avec Xpolens, on a bâti ce modèle-là auprès de nos franchisés. Donc c'est-à-dire on est en capacité aujourd'hui d'avoir une offre web unique pour nos franchisés, parce qu'aujourd'hui dans un réseau de franchises, chaque société est indépendante, chaque société commerciale est indépendante. Et donc grâce à ce modèle-là et cette mécanique-là, en fait, on arrive à avoir une offre uniformisée, un parcours web un petit peu sur le même modèle que la marketplace, avec de l'encaissement. Que ce soit de l'intégré ou Exactement. du franchisé. Donc on a encore une fois, pour répondre aux besoins de nos habitants, nos clients, qu'on se trouve... on habite chez Leroy Merlin parfois. Exactement. Ça m'est arrivé d'y passer des week-ends entiers. Exactement. On arrive à proposer un parcours idem pour n'importe quel magasin, en tout cas sur un réseau aujourd'hui qui est notre réseau Weldom, peu importe où se trouve le magasin, le parcours sera le même sur le web. Et ça, c'est une vraie avancée d'un point de vue encaissement centralisé, proposition d'un encaissement centralisé, qu'on risque de réfléchir sur d'autres enseignes franchisées également. Intéressant. T'as pas des principes ou des sujets ou des challenges en tout cas d'attribution, de coûts, de marge Si, bien sûr, mais ça rentre au même titre qu'on arrive à réorienter les paiements. Notre data et notre orchestrateur nous permet de réaffecter l'analytique. Ok. Donc ça, c'est une question qui est effectivement les prémices de l'omnicommerce, c'était la problématique majeure. On venait déshabiller un magasin, on parlait tout à l'heure de click and collect, ça a été, mais pas que chez Leroy Merlin, c'était une problématique d'ordre global dans le retail. Tu venais prendre du chiffre d'affaires sur un magasin qui n'était pas comptabilisé sur ce magasin-là. Donc effectivement, c'était un vrai sujet. Dans une logique globale omnicanal, ça c'est quelque chose, nous, grâce à la data et au contrôle de nos flux et de nos opérations, qu'on arrive à réaffecter. Et c'est ce qui fait que le modèle est aussi gagnant. Ouverture de nouveaux pays pour Leroy Merlin, déploiement sur d'autres enseignes. Ça nous promet un 2025 bien chargé sur la V2. Alors c'est pas la V2, c'est certainement la V, je sais pas combien, mais de notre plateforme. Non, c'est la vraie V1. Enfin, non, c'est la V1, mais notre roadmap, elle est bien chargée. Ouais. Roadmap bien chargé. Voilà. On aurait pu atterrir là-dessus et ça nous faisait une belle conclusion. Mais tu as dit quelque chose tout à l'heure et je serais bien revenu dessus. Et ça me permettra peut-être de te poser une autre question à vous deux d'ailleurs, qui sont les principaux apprentissages, les frictions que vous avez rencontrées au cours de la construction de cette belle plateforme. Tu as parlé de cannibalisme. Oui. Tu nous en dis plus ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, le cannibalisme, quand on met en place une marketplace, surtout sur un modèle, comme on le disait tout à l'heure, où on vient mixer nos produits avec les produits de la marketplace, le premier réflexe, c'est d'avoir ça en tête, de se dire, forcément, les produits de la marketplace qui sont proposés à offre équivalente vont venir cannibaliser les produits que l'on vend en propre. Et ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, aujourd'hui, on a une offre, un mix produit qui est très fort et on a une vraie complémentarité des offres. Donc, on est vraiment au rendez-vous par rapport à ça. Et en fait, mathématiquement, on le voit dans nos chiffres. Dès l'instant qu'on vient... En fait, quand on vient déployer une marketplace, on le fait toujours en 2 temps. On vient lancer la plateforme web donc pour faire du 1P. Et ensuite, on vient raccorder le 1P, ça veut dire que tu stockes, tu stockes les produits, voilà, tu gères les ventes, tu gères les prix. Leroy Merlin Espagne va vendre ses produits et envoyer ses produits ou faire du click and collect en magasin, du ship from store, ship from warehouse. Donc le 1P est lancé avec une offre centralisée, uniforme. On va venir raccrocher le 3P et le fameux mix basket entre les deux, donc la possibilité d'avoir 2 produits d'environnement différents mais de payer qu'une seule fois.
Et là, on voit mathématiquement, on a un boost d'achat. En fait, on répond vraiment à une demande et on voit que nos clients sont effectivement ravis de pouvoir prendre des produits de la marketplace, enfin des produits de nos magasins, et de les compléter avec des produits de la marketplace. Donc le cannibalisme, aujourd'hui, c'est plus un sujet. On est vraiment sur de l'extension de gamme et sur du trafic en plus. Ok. Et c'est quand tu passes du 1P au 3P que d'un coup tu as de nouveaux et de réels enjeux flux et paiement, ce qu'on a dit tout à l'heure. Quelques apprentissages à vous deux sur la construction de cette belle plateforme. Qu'est-ce que vous referiez pareil? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Nous, on est très contents de la manière dont on fait la marketplace. Les points de vigilance sur la construction de ce. On voit que on a lancé la marketplace dans un environnement. Il y en avait déjà, il y avait beaucoup de pure players. On voit que c'est un environnement, c'est une pratique commerciale qui est de plus en plus faite par tous les retailers. Et on voit aussi que la partie juridique se renforce. Donc tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, on en est très content. La vigilance qu'on apporte, au-delà de l'orchestration des flux qui nous anime au quotidien, c'est aussi l'évolution réglementaire qui tourne autour de la marketplace. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est très attentif parce que la marketplace, ça reste quelque chose de sensible. Hein. On vient d'un point de vue systémique, on a un environnement. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a 5000 sellers. Donc, on a 5000 sellers qui travaillent avec nous. Donc, c'est pas neutre. Donc, la réglementation peut aussi évoluer par rapport à ça. On est vigilant sur les produits, sur ce qui est proposé, sur la qualité de nos sellers, sur la qualité des offres. Il n'y a pas de cannibalisme, mais on est aussi très attentif à ce qu'on propose. Donc aujourd'hui, l'apprentissage, il est plutôt dans l'amélioration continue. On est toujours très vigilant, très ouvert, on regarde ce qui se passe, ce qui se pratique. Moi, cette semaine, j'étais à Paris pour un salon qui a animé beaucoup le monde du paiement, mais aussi pour ces raisons-là, pour aller voir les tendances, les pratiques, les conseils. Donc c'est surtout ce point-là. En tout cas, ce qui est sur les sujets sur lesquels on est attentif, nous, sur la partie flux et orchestration globale. Avec le choix de Explain il y a quelques années, et vous n'en changez pas. Vous avez trouvé un partenaire de choix. Ouais, tout à fait. Non, mais pour répondre à ta question, ce qu'on aurait pu mieux faire, voilà. Peut-être que ça fait plusieurs années maintenant. On a beaucoup travaillé sur notre plateforme. Je pense que Benjamin aime bien le côté accompagnement et c'est aussi notre fer de lance. C'est-à-dire qu'on sait accompagner nos clients dans le cadrage réglementaire, l'accompagnement technique, la techno derrière, parce que c'est quand même pas évident du tout. Et ce qu'on aurait pu mieux faire, c'est qu'on a été très pris sur la nouvelle plateforme pendant quelques mois, enfin presque un an, même plus. Et qu'il y a eu un moment, peut-être, on a un peu délaissé Benjamin. Alors que notre savoir-faire et notre force, c'est dans l'ADN de la boîte. En plus, c'est vraiment d'accompagner tous nos clients. Et là, on est revenu très fort, je pense, en disant, attendez, on a une nouvelle plateforme, on n'a même pas pris le temps de vous la présenter. On est trop bêtes, tu vois. Puis on a fait une super réunion, je pense, c'était à Lille, je me souviens très bien. Et ça a redonné une vivacité dans la relation, je pense, qui est pas mal. Et puis une envie de travailler ensemble. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et je suis très content parce que c'est vraiment, ça traduit ce qu'on cherche à faire avec l'ensemble de nos clients. Et je vois que quand ça marche avec un ADO, ça veut dire qu'on ne se trompe pas de stratégie, quoi. Voilà. Ça fait partie. On ne peut pas faire de la monétique, on ne peut pas faire du paiement. C'est pas plug and play, c'est quand même complexe. Tu parlais des sujets réglementaires. On vous accompagne aussi sur de nouveaux modèles réglementaires, justement, pour être. On passe d'un modèle dit de distribution de monnaie électronique, c'est un peu technique, qui va sans doute perdurer encore quelques années, mais qui va converger avec ce qu'on appelle les établissements de paiement et donc les comptes de paiement, donc vraiment, et porté par la DSP3 bientôt, et donc dans un modèle dit d'agent, qui est plus fort, qui est plus contrôlé par la CPR, mais qui répond aussi à des enjeux, je pense. C'est quoi le modèle agent ? Le modèle agent, c'est qu'on donne le droit à nos clients d'ouvrir ces fameux comptes de paiement, de distribuer notre offre de paiement, alors qu'eux-mêmes ne sont pas régulés. D'accord ? Okay. Donc on prête notre licence bancaire, mais pour faire ça, il y a un certain nombre de contrôles, bien entendu. Et ces contrôles-là et ce modèle-là, il est autorisé uniquement après tampon de la CPR.
à la personne à qui tu délègues Ouais, ou tu prêtes exactement. ton statut. Donc Ok. il y a un contrôle quand même très fort, à la fois évidemment de nous, de l'entité réglementaire, et nous derrière, et de nos clients qui deviennent nos agents, ou qu'on doit piloter et qu'on doit aussi surveiller. Voilà. Et donc c'est assez important parce qu'il y a quand même pas mal de cas de fraude dans le paiement. Vous avez pas mal de sociétés aussi fintech qui apparaissent, disparaissent, etc. Et c'est une valeur un peu qu'on apporte avec cette approche d'agent et en plus avec le groupe évidemment BPCE derrière, qui est notre actionnaire principal. Voilà. Benjamin, merci infiniment. Guillaume, merci infiniment pour votre temps. On vous retrouve sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus. Guillaume Maigre, M-A-I-G-R-E, et Benjamin Vincent, comme les deux prénoms, sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Évidemment, allez faire un tour sur Leroy Merlin, pas besoin de vous le donner, vous le savez, et ADO pour en savoir plus sur le groupe, et sur Expolens, xpo2lens.com, pour en savoir plus sur la solution. Merci à Marie qui nous a chaperonné silencieusement depuis tout à l'heure, mais qui est dans la salle. Et merci à vous deux Merci Laurent. pour cet Merci, échange Laurent, ouais. riche. À bientôt. Au revoir.